Bonsoir. Après cette enquête, peut-être ne jetterez-vous plus le même regard sur votre dentifrice, votre vernis à ongles, vos fruits et légumes et même vos rideaux et votre aspirateur. Tous ces produits, ces objets avec lesquels nous vivons contiennent des polluants chimiques parfois dangereux selon leur niveau de concentration. Ils portent des noms à peine prononçables. Benzophénone, triphénylphosphate. Aux États-Unis, voici Nos vies sont-elles empoisonnées de Sophie Rolland, Vincent Kellner et Sylvie Millet. Ça commence dès le petit déjeuner. Se faire une tartine, des produits chimiques invisibles à l'œil nu. Et il y en a des milliers autour de moi. Ma salle de bain, par exemple, est un vrai laboratoire de chimie. Mon dentifrice contient du triclosan. Mon fond de teint, de la benzophénone. Des phtalates. Des retardateurs de flammes. Il y en a aussi dans les meubles, les rideaux, les peintures. Ces substances chimiques, je les inhale même dans les pièces les plus intimes. Et ce n'est pas fini. Se faire poser du vernis, c'est aussi absorber du triphénylphosphate. Magnifique. Magnifique aussi, cette nouvelle coloration pleine de résorcinol. Même nos enfants sont touchés. Appliquer un shampoing anti-poux, c'est l'asperger de permétrine. Toutes ces substances nocives sont des perturbateurs endocriniens. Il y en a plus de 800. Ils ont envahi toutes les pièces de nos maisons. Jusqu'à quel point ces polluants chimiques me contaminent-ils? Pour le savoir, je suis allée au Luxembourg. Dans ce laboratoire, Brice Appenzeller a mis au point une technique inédite. Bonjour. Bonjour. Prête pour le prélèvement de cheveux? Allez, on y va. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Ok, je vous fais confiance. Ok. Voilà. Pendant des années, mes cheveux gardent en mémoire tous les produits que j'ai avalés, inhalés, absorbés, parfois sans le vouloir. Ce test, 28 autres femmes l'ont fait comme moi. Dans leur chevelure, Brice a découvert un cocktail de perturbateurs endocriniens. Comment ces polluants ont-ils à ce point envahi nos vies? Ils sont suspectés de provoquer des cancers, des malformations congénitales chez les bébés, et serait responsable de problèmes d'infertilité. Quels secrets se cachent dans nos cheveux? Quels sont ces poisons qui menacent l'avenir de l'espèce humaine? Voici Alexandra, une mère de famille de 32 ans qui vit dans le Val d'Oise. Et Camille, une jeune femme de 26 ans qui vit à Paris. Toutes deux ont accepté de participer à l'étude de Brice et de faire analyser une mèche de... On trouve des pesticides, du lindane, des PCB. Au total, une vingtaine de perturbateurs endocriniens. Chez Camille, c'est encore pire, plus d'une trentaine. Des polluants au nom un peu barbare. Il y a les DMP, qui sont des pesticides utilisés dans l'agriculture, il me semble, pour des céréales. Ça, c'est la plus forte dose que j'ai dans mes cheveux, donc dans mon sang. J'ai des PCB. Ça, il me semble que c'est des isolants qu'on trouve notamment dans les cols, dans certaines peintures, dans des choses électroniques aussi. Fipronil, il me semble que c'est des antipuces anti-poux qui sont utilisés pour les animaux domestiques. J'ai pas mal de permétrine. Ça, c'est ce qui est contenu notamment dans les shampoings anti-poux. Voilà, donc ça veut dire que ça fait longtemps que j'ai ça dans le sang parce que j'ai pas utilisé de shampoing anti-poux récemment. Et après, nous avons toute une catégorie de BD, donc des BDE 47, BDE 100, BDE 99. Là, on sent que je suis bien atteinte. Et donc ça serait plutôt des retardateurs de flammes, donc qui sont contenus. Elles sont contaminées par des produits chimiques, autrefois utilisés dans l'agriculture et interdits depuis des années. La trifluraline depuis 9 ans. Le PNP depuis 15 ans, le lindane depuis 18 ans. Ce qui est dingue, c'est que ces produits sont interdits depuis de nombreuses années et que je les ai
toujours dans mon organisme plusieurs années après. Tous ces perturbateurs endocriniens dérèglent le système hormonal et peuvent aussi affecter les enfants. De quoi inquiéter Alexandra, maman de Pierre, enceinte de son deuxième enfant, et Camille, qui compte bien en avoir un jour. Ouais, ça m'inquiète, surtout que je me dis, je sais pas quelle est la part de ceux qui sont déjà dans mon sang depuis longtemps ou ceux que j'ai ingérés récemment. Et du coup, j'ai aucune manière de savoir, quand je vais être enceinte, comment éviter ces perturbateurs hormonaux. Du coup, c'est pas du tout rassurant, non. Comment ces deux jeunes femmes ont-elles été contaminées par tous ces produits chimiques? Alexandra vit dans un quartier pavillonnaire du Val d'Oise. Camille habite Paris. Toutes les deux vivent loin des champs. Et pourtant, les perturbateurs endocriniens les plus répandus dans leur organisme sont les pesticides. La première explication, c'est peut-être leur alimentation. Je vais prendre 2 kiwis, s'il vous plaît, et 3 poires. J'essaye le plus possible d'acheter des fruits de saison. Donc en ce moment, ça va être beaucoup de clémentines. On subit de nombreux traitements de pesticides. 35 pour les pommes, 8 pour les fraises et 19 pour le raisin. Mais depuis qu'elle a fait analyser ses cheveux, Alexandra se demande si elle mange vraiment sainement. On fait beaucoup de publicité, de communication sur le fait de consommer des fruits et des légumes. Donc on en consomme, c'est bien. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, on a des traces de pesticides dans notre corps. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des traces. Camille, elle, fait ses courses dans ce supermarché de quartier. On va vous prendre raclette classique et du comté jaune. C'est du fromage bio. On est d'accord. Pas de pesticides dedans. Rien du tout. Impeccable. Depuis un an, elle s'est convertie aux produits bio. Une poignée de champignons, tu prends 2 salades? Surtout pour les fruits et légumes. Je fais mes courses bio parce que je sais qu'il y a moins de pesticides. En tout cas, il n'y en a pas dans la culture. Et du coup, je sais que les paysans qui ont cultivé ces légumes, ils n'ont pas été exposés à des pesticides. Et moi non plus quand je vais les manger. Donc voilà, c'est meilleur. Pourtant, qu'a-t-elle autant de perturbateurs endocriniens dans les cheveux? Avec elle, nous partons sur les traces de son passé, dans la région où elle a grandi, à 3 heures de Paris. Misérieux, dans l'Ain, près de Lyon. C'est dans ce village de 2000 habitants que Camille a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Je trouve. C'est le nettoyage d'automne. Ah, ok. Ah, mais il te reste encore. Elle en a mangé toute son enfance. Je me souviens d'avoir mangé beaucoup de produits issus de chez notre grand-mère, la mère de mon père, qui faisait des bocaux qu'elle nous donnait. Donc on gardait des patates, ça venait de chez elle, les carottes. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, elle traitait notamment les allées avec du Roundup. Donc les produits n'étaient pas forcément traités. Mais par contre, elle prenait pas de précautions non plus sur le mélange des produits qu'elle pouvait mettre juste à côté des salades ou d'autres choses, quoi. La jeune femme a-t-elle été contaminée par les produits du jardin ou par les champs qui jalonnent la région? Les grands-parents de Camille étaient agriculteurs. Aujourd'hui, son frère a repris la ferme familiale avec son cousin. Salut les osios! Salut les osios! Thibaut travaille sur l'exploitation depuis l'âge de 15 ans. Lorsque Camille lui raconte les résultats de ses analyses, il n'est pas vraiment surpris. Ce qui est hyper bizarre. Parce qu'on a grandi à la campagne, donc je suppose que quand il y a des traitements qui se font dans les cultures et d'hiver, il y en a forcément une partie évaporée. Et il y a inévitablement une partie qu'on ingère en se nourrissant. Cette famille d'agriculteurs cultive plusieurs hectares de maïs, de soja et de blé. Mais chez les Marguins, l'utilisation de pesticides fait désormais débat. Qu'on en arrivait là quand même. Quand tes enfants ils auront ton âge, t'espères pas que du coup il y ait plus de pesticides. Si dans un avenir proche, toutes les exploitations passaient aux sans pesticides, on aurait vraiment des hausses du prix de la nourriture qui seraient énormes parce qu'il y aurait forcément un manque de certaines denrées. Quand on vit de ça, on a du mal à voir les choses que quand on a pris un peu de distance parce que c'est pas nos ressources, voilà. Lui, il vit de cette ressource-là et donc c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué.
c'est pas faux. De la contamination par les pesticides, les perturbateurs endocriniens les plus répandus. Nous retournons au Luxembourg. Posez la question à Brice, le toxicologue qui a analysé les mèches de cheveux de ces jeunes femmes. Alors la première, Camille, ce qu'on peut dire, c'est que son environnement actuel est responsable de son exposition d'aujourd'hui, mais le fait qu'on retrouve encore aujourd'hui des organochlorés dans l'organisme de Camille peut être lié à une exposition antérieure, peut-être vieille de plusieurs années. Nous accumulons donc ces perturbateurs endocriniens tout au long de notre vie. Et surtout, nous ne les éliminons pas. Alors chez Alexandra, on a aussi des résultats qui sont intéressants. On a une concentration en lindane qui est beaucoup plus élevée que chez... Le lindane, souvenez-vous, ce pesticide interdit depuis 18 ans, autrefois utilisé par les agriculteurs. Les quantités de lindane qui ont été utilisées avant les restrictions d'utilisation sont toujours présentes dans l'environnement. C'est des molécules qui se dégradent très très faiblement. Donc des dizaines d'années après, ces pesticides sont encore présents. Et donc l'exposition existe toujours. Ces perturbateurs endocriniens pénètrent dans notre organisme et risquent à terme de dérégler tout notre système hormonal. Ils touchent l'hypothalamus dans notre cerveau, la thyroïde, le pancréas. Mais surtout, ils s'attaquent aux glandes reproductrices, les testicules chez les hommes, les ovaires chez les femmes. Alors, que se passe-t-il lorsqu'elles... À ce genre d'exposition, à l'exposition à différents perturbateurs endocriniens. Donc c'est tout l'intérêt de ces analyses, c'est qu'elles permettent de montrer même des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Les perturbateurs endocriniens peuvent donc s'attaquer au fœtus et provoquer des malformations qui connaissent justement une heure de reine. Il est 5 h du matin, Gilles et Laetitia sont déjà réveillés et Timmy aussi. Hein? On va aller où ce matin? On va au bichon? Elle va te faire opérer? Dans quelques heures, ce petit garçon de 6 mois va subir une grave opération. Depuis sa naissance, il a une malformation congénitale appelée hypospadias. Le petit trou qui se trouve ici devant, là, il devrait être dessus. Donc en fait, quand il fait pipi vers le bas, au lieu de faire pipi comme tout le monde vers le haut, quoi. À l'âge adulte, cela peut créer des problèmes de fertilité et d'éjaculation. C'est pour éviter ça que les petits garçons comme Timmy sont opérés dès l'âge de 6 mois. À l'hôpital de Rennes, cette anomalie génitale est bien connue. Pas de souci de tout le rhume en ce moment? Non, il a eu il y a 1 mois. Ouais, j'avais envoyé un mail et j'avais mis... C'est le docteur Aziz qui va opérer Timmy. Ce chirurgien pratique 250 interventions chaque année. Dans 1h30, Laetitia et Gilles espèrent bien être soulagés. L'hypospadias n'est pas une malformation rare. Elle touche aujourd'hui un petit garçon sur 640, soit 30% de plus qu'il y a 20 ans. On a le sentiment d'en voir de plus en plus, mais sans que l'on ait les outils pour forcément bien analyser cette augmentation. Pourquoi ce petit garçon a été touché? Qui reste saine, je veux dire, il n'y a pas d'excès dans l'alcool, pas de problème de diabète, pas de maladie particulière, non, on a une vie saine, je veux dire, voilà. Du coup, c'est d'autant plus étonnant. Voilà, c'est ce qui va nous pousser à avoir la réponse à cette question, d'où vient ce problème. Oui, c'est bon, je veux dire. Ouais. L'opération aura duré 1h30. Tout s'est bien passé de sa maman, mais les questions sont toujours là. L'origine de son problème, là, on ne sait toujours pas. C'est certainement, et ça, enfin, on est certain que c'est multifactoriel, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ignorer que dans votre famille, il y en avait déjà. Et pourtant, il n'y a aucun antécédent familial. Les perturbateurs endocriniens... Une forte présomption pour penser que les perturbateurs endocriniens sont les plus impliqués, sans qu'on sache... Tous ces facteurs-là sont pour l'instant suspectés sans qu'on soit capable de les déterminer avec précision lequel influence le plus la survenue de cette malformation. D'où viennent ces perturbateurs endocriniens qui auraient provoqué la malformation de ce petit garçon? Nous retrouvons Laetitia avec son fils aîné et Timmy pour sa première sortie. La petite famille habite en pleine campagne, à 50 mètres. On a senti une forte odeur
Et en fait, on s'est aperçu que c'était juste des pesticides, je pense, qu'ils devaient mettre pour les champs. Du coup, c'était tellement puissant qu'on est rentrés tous les deux. Ça sentait mauvais. Les perturbateurs endocriniens, Laetitia a pu y être exposée d'une autre manière, par son métier. Depuis 7 ans, elle est chargée d'entretenir les routes du département. On répare les panneaux abîmés, on fait du curage de fossés. Et puis surtout, elle peint. Marquage au sol sur les routes et les ponts, comme celui-là. Il y a 1 an, elle est venue avec une équipe repeindre cette rambarde pendant une semaine. J'ai poncé donc ce pont, je l'ai peint, donc j'ai forcément inhalé des produits provenant de la peinture et même du ponçage. Donc ça vient se coller aux poumons, donc après ça ne doit pas être très bon pour moi-même mais également pour l'enfant. L'exposition à ce produit chimique, suspecté d'être un perturbateur endocrinien, a-t-elle eu des conséquences sur son enfant? Ça pourrait vraiment avoir un lien avec cette malformation. Ça ou même les... Laetitia attend des réponses. Même si son fils va bien, il restera sous surveillance médicale. Selon une étude récente, il a aujourd'hui plus de risques d'avoir un cancer des testicules lors de sa vie d'homme. Par la fenêtre. À l'hôpital de Montpellier, un médecin. Comme tous les mardis, ses jours de consultation et la salle d'attente est pleine. Près de 30 ans. Je ne sais pas où est passé. Certains ont fait plus de 2 heures de route pour le voir. Comme ce couple et leur enfant de 16 ans. Ils ont accepté d'être filmés à une condition restée anonyme. 171 cm. La malformation de leur fils reste tabou au sein de leur famille. Ok. Tu te déshabilles? On va t'examiner. Depuis sa naissance, ce jeune homme a un micropénis. Le traitement qu'il suit depuis 1 an devrait lui permettre d'avoir une vie sexuelle normale. J'imagine, il a une verge qui fait 10. Ailleurs. Quelle était votre profession? Je travaille dans les vignes. Et vous, madame, aussi? Voilà. À tous les deux. D'accord. Et vous traitiez les vignes avec tous les produits chimiques, les pesticides. On est en plein temps quand il traitait. Donc vous êtes... On faisait pas les traitements, mais on était... dedans. Pendant votre grossesse, Voilà. personne ne vous a dit, madame, vous êtes enceinte, essayez de vous protéger, de porter des masques, de changer de métier. Pas du tout. Non, je crois que c'est pas trop la mentalité. Ah bah C'est qu'on fait pas trop. ah d'accord. Est-ce que vous avez eu des... Et souvent que j'étais malade. Ah, qu'est-ce que vous aviez? Je me vomissais, j'étais pas trop bien. Après le passage des pesticides. Ah oui. Donc là, apparemment, la contamination pendant la grossesse a représenté un facteur de risque. L'exposition de cette maman aux perturbateurs, elle ne se l'était jamais posée jusque-là. On sait pas ce qu'ils mettent dans les traitements, justement. Non, on travaille, mais on se pose pas plus de questions que ça, quoi. Surprise d'apprendre que Et puis, oui, forcément, on est surpris d'apprendre ces choses-là, quoi. Ça peut avoir des impacts après, plus tard, sur nos enfants, quoi. À force de soigner de plus en plus de jeunes garçons souffrant de malformations congénitales, le professeur Sultan a décidé de mener une étude sur l'anomalie la plus fréquente, l'hypospadias. Les résultats publiés dans cette revue spécialisée ont de quoi surprendre. Pour la première fois, le métier de la mère se révèle comme un facteur de risque très important. Ce que j'ai évoqué, coiffeuse, esthéticienne, femme de ménage, agricultrice, peintre, etc. Et qui, de surcroît, a une habitation qui est proche d'une zone où on pratique une agriculture intensive, blé, vigne, riz, etc., a 11 fois plus de risques d'avoir un enfant. 11 fois plus de risques, un chiffre très inquiétant. Les mamans, exposées à des perturbateurs endocriniens pendant leur grossesse, contamineraient donc plus leurs enfants que d'autres. Parmi les métiers les plus touchés, les coiffeuses et les esthéticiennes. Il faut dire que ces produits chimiques, elles y sont exposées en permanence. Elles les respirent lorsqu'elles préparent les colorations et lorsqu'elles les appliquent sur les cheveux des clients. Elles les touchent lors du rinçage et des shampoings.
Des opérations répétées des dizaines de fois par jour. Seraient-elles dangereuses pour leur santé? Que contiennent vraiment ces produits? Que se cache-t-il dans ces jolis flacons colorés? Décrypter les étiquettes, c'est l'obsession de Laurence Whitner. Cette spécialiste des cosmétiques sait mieux que personne repérer les perturbateurs endocriniens dans les produits de beauté. Résorcinol. Le résorcinol, un ingrédient très efficace dans les colorations pour cheveux. Ah ben voilà, on retrouve encore le résorcinol ici. Il est là. Il est vraiment partout. Il est omniprésent dans toutes ces colorations. Il n'y en a qu'une ou deux où je ne l'ai pas vu. C'est tout le problème du compromis entre l'efficacité réelle, la tenue de la couleur, le masquage des cheveux blancs et du fait qu'il peut contenir des perturbateurs endocriniens. Tant qu'il n'y a pas d'alternative aussi efficace, eh ben le produit peut rester sur le marché, sauf si vraiment il tue une personne tous les jours, quoi. Et des perturbateurs endocriniens, il y en a dans tous les rayons. Dans ce shampoing, par exemple, un ingrédient attire son attention. Là, on a de la benzophénone 4. C'est quoi la benzophénone? La benzophénone, c'est un filtre solaire pour protéger la peau des atteintes du soleil. Et là, on le retrouve dans un shampoing qui est destiné à protéger les cheveux colorés des rayons UV et qui est aussi utilisé dans les après-shampoings, les gels douche et même dans les vernis à ongles. Pour la trouver, il faut avoir de bons yeux. Dans ce cas-là, j'ai un outil que je transporte toujours avec moi. Voilà. Plus surprenant, cette benzophénone se retrouve même dans les vernis pour petites filles. Donc on retrouve de la benzophénone. Ça vous surprend? Je peux pas dire que ça me surprenne, mais là ça me désole. Parce qu'on sait que plus les enfants sont petits et plus les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets sur leur avenir, sur l'avenir de leurs enfants à eux. Donc ça me désole. Ce qui la désole encore plus, c'est que bien souvent, un vernis contient plusieurs perturbateurs endocriniens. Dans celui-ci, par exemple, outre la benzophénone, il y a du triphénylphosphate, qui permet au vernis de tenir plus longtemps. Une double couche explosive. Contrairement à ce qu'on pense souvent, là, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est leur effet cocktail. Et donc, quand il y en a un tout seul, finalement, c'est peut-être pas très très dangereux, mais quand il y en a deux ou trois, et ben là, ça commence à devenir très problématique parce que, j'allais dire, ils se boostent les uns les autres. Quels sont les effets de ces perturbateurs endocriniens? Pour le savoir, nous avons décidé de les tester grâce à ces petites bêtes, des têtards. Nous avons demandé à un laboratoire indépendant de mesurer leur réaction à 3 substances chimiques contenues dans les colorations pour cheveux et les vernis à ongles. La benzophénone, le résorcinol et le triphénylphosphate. Leur procédé est unique au monde. D'abord, Benjamin, le laborantin, part à la pêche. Le choix du tétard ne tient pas au hasard. Ses organes fonctionnent comme ceux du corps humain, par l'une de nos 3 substances chimiques. 2 jours plus tard, voici les résultats. Ce tétard, à gauche, plongé dans une eau minérale, n'a eu aucune réaction. À droite, ce tétard a navigué dans une eau polluée par le triphénylphosphate. Son foie est devenu fluorescent, signe que son système hormonal a été perturbé. Quel effet ça peut avoir? Un effet d'apparition dans le même poisson d'ovaires et de testicules, ce qui va perturber sa capacité à se reproduire. Même problème pour la benzophénone. Sont irréversibles. Eh bien, on sait qu'on a un produit qui peut donc perturber la métamorphose, le développement normal du tétard en grenouille, la métamorphose. Les problèmes de reproduction et de développement de ces têtards pourraient-ils être les mêmes chez l'homme? Je ne peux pas tirer de conclusion là-dessus à partir de modèles aquatiques. Néanmoins, ce sont les mêmes mécanismes perturbateurs que l'on va retrouver chez le poisson et chez l'humain. C'est inquiétant quand même. C'est vrai que nos tests permettent d'identifier un grand nombre de produits et ceux qui sont susceptibles de poser problème. Et là, très clairement, ça mérite une investigation plus poussée. Chimiques tous les jours, comme les coiffeurs et les esthéticiennes.
ont-ils vraiment conscience des dangers auxquels ils sont exposés? Pierre Barré est un ancien coiffeur. Des produits chimiques, il en a respiré et appliqué pendant 10 ans. Aujourd'hui consultant en santé au travail, il fait des audits dans les salons pour aider ses anciens confrères à mieux se protéger. En caméra cachée, il a accepté de nous montrer combien sa mission est compliquée. Bonjour, je me permets de passer, je m'occupe de tout ce qui est prévention, risques chimiques. Et c'était pour savoir comment ça se passe au niveau de l'aération, des gants, des produits. En fait, on a juste la porte, on aère avec la porte. Ici, c'est pas très grand, donc voilà. Cette coiffeuse n'a installé aucune ventilation dans le salon. Quant aux colorations, elle les prépare dans ce petit placard. D'accord. Là, il n'y a pas de ventilation spécifique? Ah non, aucune. On peut pas. On a un commerce qui est derrière, on a des commerces qui sont sur les côtés. Donc malheureusement, on peut pas, je ne peux pas agrandir les murs. Avec les moyens du bord, donc on compose comme on peut. Bon, très bien. Comme beaucoup, ce salon de coiffure est sous-équipé. Ses employés respirent des produits chimiques toute la journée. Elle prétend travailler avec les moyens du bord. Je reste persuadé qu'on peut sincèrement et profondément améliorer les conditions de travail dans ce salon, déjà en mettant un système d'aspiration localisé, ce qui est obligatoire normalement dans tout salon de coiffure, et qui permet d'éviter à ce que la coiffeuse ou le coiffeur inhale lors de la préparation ces particules. Les coiffeurs ont souvent de mauvaises habitudes, notamment lorsqu'ils appliquent les colorations. Pierre les repère d'un seul coup d'œil à travers les vitrines. Là, on voit une application de mèche sans gants qui est tout à fait révélateur du métier. Donc là, c'est dangereux pour lui d'être exposé comme ça? Ah bah, il est en contact cutané avec les produits. Il y a un contact respiratoire aux produits chimiques. Des salariés qui travaillent sans protection. Des salons pas toujours ventilés. Comme ce petit salon indépendant. Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que Je laisse la porte ouverte si j'ai besoin de courant d'air aussi. Est-ce que c'est obligation? Oui. Éventuellement des VMC. Et ce n'est pas le seul problème. Quand vous travaillez, vous ne mettez jamais de masque? De temps en temps, je mets des masques aussi. Oui. Mais ça va. C'est tout à fait révélateur des métiers de la beauté où on ne prend plus conscience des risques, les risques deviennent familiers et on apprend à travailler avec alors qu'il y a une forte exposition aux risques chimiques. Les grandes enseignes d'onglerie ne sont pas mieux loties. Dans ce salon, par exemple, aucune employée ne porte de masque. Bonjour. Quant à l'avant... Ça fait 8 ans qu'elle est à la boutique, donc du coup, peut-être qu'ils l'ont oublié. Vous sentez pas trop les vapeurs? Nous, à force d'être dedans, on ne sait pas. Parce que toute la journée, des clientes attendent, des clientes s'impatientent, et il faut aller à la productivité, et ce, au détriment de sa propre sécurité, même au détriment de son propre confort. Les esthéticiennes et les coiffeurs n'ont visiblement pas conscience des risques auxquels ils sont exposés. Pourtant, il y a un pays où le danger des perturbateurs endocriniens dans les salons de beauté a fait l'objet d'études et même d'actions collectives, les États-Unis. À San Francisco comme à Paris, se faire poser du vernis à ongles est à la mode. Mais dans ce salon de beauté, pas question de négliger sa santé. À commencer par la fondatrice. Van, esthétique. Vous vous protégez à chaque fois que vous faites une manucure? Ah oui, oui, bien sûr. À chaque fois? Je protège et j'oblige aussi mes employés à faire pareil. C'est gênant de mettre un masque, mais on s'habitue. De santé lors de ses grossesses. Avoir des enfants a été une épreuve douloureuse. Au 2e mois de ma grossesse, j'ai commencé à saigner. Mon médecin m'a demandé quel métier je faisais. Je lui ai dit que j'étais esthéticienne. Alors il m'a dit que certains produits pouvaient nuire à ma grossesse et m'a conseillé de rester à la maison. Mais je ne pouvais pas, il fallait bien que je gagne ma vie. Sa petite fille est normale, mais ensuite elle fait 2 fausses couches. Les problèmes de saignement. Van n'est pas la seule esthéticienne de San Francisco à avoir pris conscience du problème. Une association alerte depuis des années sur les dangers des produits cosmétiques manipulés dans les salons. Julia dirige cette association qui regroupe une 50aine d'esthéticiennes de la ville.
Contente des changements dans votre salon? Ah oui, ça va beaucoup mieux. D'abord, ça ne me démange plus. Et puis, je ne tousse plus. Et je respire vraiment.